Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous accueillir encore cette soirée dans vos maisons. Eh bien, nous sommes avec vous ce soir sur ce plateau de la TV7 pour parler d'un thème qui, je l'espère, vous intéressera. Il s'agit de la relation entre les civils et les militaires, la problématique et les approches de solutions. Pour en parler avec nous cette soirée, nous avons invité pour vous des personnes ressources. Eh bien, juste à mon côté, nous avons M. Thierry Zang, qui est coordonnateur de programme associé ANREC. Monsieur Zang, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous parlons de relations entre civils et militaires, alors il faut des personnes concernées pour en parler. Nous avons également avec nous le capitaine Messan Akobi, qui est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Capitaine, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Rodrigue Pogli est également des nôtres. C'est le secrétaire général de JUDA. JUDA, c'est bien Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Monsieur Pogli, bonsoir. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir sur ce plateau pour discuter de ce thème, relations entre civils et militaires, la problématique et les approches de solutions. Monsieur Zang, je le rappelle, vous êtes le coordonnateur de programme associé ANREC. Alors, parlez-nous un peu de ce projet ASREC. Merci, madame, pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ce soir. Je voulais d'abord dire, au nom du Centre régional des Nations Unies pour l'appel de désarmement, merci à la TV7 de nous offrir son plateau pour pouvoir expliquer ce soir le concept de relations civilo-militaires. Il faut dire que ce projet a démarré en 2001. Et ce projet répond à une demande qui a été faite par les États africains lors de deux sommets. Le sommet de chef d'État en Alger en 1999 et un deuxième sommet qui s'est tenu ici à Lomé en 2001. Les chefs d'État africains donc avaient décidé d'exclure de leur réunion statutaire tout pouvoir issu d'un putsch militaire. Et sur la base de cette demande, les Nations Unies, à travers le centre régional dont le siège social se trouve ici au Togo, ont décidé d'offrir à l'ensemble des pays africains un programme de modernisation des institutions de défense et de sécurité. À l'intérieur de ce programme se trouve donc la composante promotion des relations civilo-militaires. Donc ce programme qui a démarré en 2001, accumulé ici par l'organisation d'un séminaire de validation d'un code de conduite pour les forces armées de sécurité en Afrique. Et sur la base de ce code de conduite, il nous a paru opportun de promouvoir donc ce code de conduite, quand bien même il n'avait pas encore été adopté par l'ensemble des États, mais en promouvoir les plus grands axes. Et c'est sur cette base que nous avons ciblé un certain nombre de pays pour pouvoir mettre en œuvre ce programme. Et pour ce qui concerne le Togo a été choisi comme pays pilote pour la mise en œuvre de ce programme de promotion de relations civiles militaires en Afrique. D'accord. Bien, merci, Monsieur Zang. Alors, dites-nous, ce projet, le Togo a été choisi comme un pays pilote. Au jour d'aujourd'hui, quel est l'état des relations entre les civils et les militaires? Bien, madame, il faut peut-être signaler qu'en 2006, le Centre régional des Nations Unies pour l'appel des armes en Afrique a lancé une étude sur la perception que les civils militaires et que les civils togolais ont des militaires et inversement. Et à la suite de cette étude qui a été menée sur l'ensemble du territoire togolais, il est ressorti l'idée que les relations entre civils et militaires au Togo souffrent d'un manque de compréhension et un manque de confiance mutuelle entre ces deux composantes de la société togolaise. En effet, les civils, à tort ou à raison, reprochent au corps habillé d'une manière générale le fait que ceux-ci s'immiscent de manière intempestive dans le jeu politique interne. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche qui est fait et qui sort de cette étude, c'est que pour les civils, les forces armées de sécurité abusent du pouvoir légitime que leur confère l'autorité de l'État pour violer les droits et libertés fondamentales des personnes. Et d'un autre côté, les militaires ou les forces armées de sécurité reprochent à tort ou à raison. Je signale bien que c'est le résultat d'une étude, d'une enquête qui a été faite auprès de ce type de population. Alors, donc, les forces armées de sécurité reprochent aux civils d'abuser des droits que leur confère la Constitution togolaise et les lois en vigueur, et de ne pas comprendre qu'ils sont les détenteurs du monopole de la violence légitime au niveau de l'État.
Donc c'est cette perception différente que les uns ont des autres qui entraîne un manque de confiance les uns dans les autres. Donc aujourd'hui, c'est un peu un climat de suspicion et de défiance qui caractérise les relations entre ces deux composants de la société civile togolaise, de la société togolaise. Ok. Capitaine Akobi, vous êtes membre des corps habillés. Est-ce que cette explication que vient de nous donner M. Sang vous satisfait? Êtes-vous du même avis ou pensez-vous qu'il y a d'autres aspects que l'on devra souligner? Bon, merci madame. Sans revenir sur les explications ou sur les résultats de l'étude auquel vient de faire allusion M. Zang, je pense que il faut reconnaître que les relations entre civils et militaires dans notre pays sont très arrimées sur la situation politique. C'est ainsi que vous allez voir que avant les années 90, il y avait une parfaite harmonie entre les civils et les militaires. Les gens étaient toujours ensemble, il n'y avait aucun problème particulier. Mais il a fallu que les années 90, avec les troubles, arrivent pour que du jour au lendemain, le militaire et le civil qui étaient toujours ensemble se retrouvent aujourd'hui comme des adversaires, voire des ennemis. Au point où il y a des actes de violence, réciproquement bien sûr, qui ont été commis par les uns et les autres, qui ont détérioré gravement ces relations. Donc, avec les années 90, nous sommes arrivés à une situation de méfiance, de non-respect mutuel. Et vous allez voir que aujourd'hui, à la faveur de l'évolution politique actuelle, la confiance renaît. Et les gens n'ont plus la même perception des militaires. Je crois que l'évolution politique du pays influence énormément les relations entre les civils et les militaires. Merci capitaine. Monsieur Kogli, vous êtes secrétaire général du JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Vous représentez sur ce plateau les civils, la société civile. Alors dites-nous, au jour d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il puisse exister de bonnes relations entre les civils et les militaires, comme vient de l'expliquer monsieur Zang et le capitaine? Oui, merci. Je voudrais, avant de répondre concrètement à votre question, adresser les félicitations de la Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique que je représente ici au centre des armements des Nations Unies qui nous a gratifié de cet honneur de représenter la société civile sur ce plateau, et je remercie également la TV7 de nous avoir accueillis. Maintenant, en ce qui concerne la question, je pense que concrètement, les relations entre l'armée et les civils sont aujourd'hui dans un état extrêmement grave. Je dirais que nous sommes dans des relations que je qualifierais d'exécrables et à la limite de subordination, c'est-à-dire que les civils sont en quelque sorte subordonnés à la classe militaire qui, de manière constante et permanente, a exercé des violences sur cette population togolaise-là. Mais il faut également reconnaître qu'il est possible d'arriver à remonter le moral de chacun des acteurs. Mais cela ne pourra se faire que si, à mon avis, on accepte d'abord de reconnaître les torts qui ont été commis vis-à-vis de la population, et qu'un certain nombre de conditions, à mon avis, se soient réunies pour qu'on arrive à cette réconciliation dont nous parlons tant. Parce que si nous faisons un bond un peu en arrière, on a vu que déjà dans les années 60, où le coup d'État militaire qui a mis fin au processus d'indépendance du Togo, ce coup d'État qui était intervenu en 1963, et en 1967, le président feu président Yadema avait pris le pouvoir. On a constaté que tout au long de ce parcours des années 67 jusqu'aux années 90, les violences n'ont pas manqué. Et c'est la Conférence nationale souveraine qui a révélé un certain nombre d'attitudes, un certain nombre d'exertions
sur les populations commises par les militaires. Donc, nous constatons également qu'à partir des années 90, avec le vent de l'Est qui a soufflé et les réclamations légitimes ou démocratiques des populations, effectivement, l'armée a été sollicitée à plusieurs reprises pour mater la population de sorte à ce que le pouvoir puisse être consolidé. Et donc nous sommes dans ces relations jusqu'à présent. Et ce qui s'était passé en avril 2005 prouve à suffisance que les relations entre les civils et les militaires sont au point mort aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a urgence de faire en sorte qu'on puisse retrouver cette coexistence pacifique pour arriver à une société, à mon avis, développée autour. Alors, selon vous, le fait que ces relations soient aussi dégradées que vous le dites, est-ce qu'elles n'ont pas une origine en ce que les civils eux-mêmes posent des actes qui pourraient pousser ces militaires-là, comme vous le dites, à les reprimer? Non, vous savez que oui, on peut peut-être accepter cela, mais quand on va au fond des choses, on remarque que ce n'est pas tellement ça. Quand vous avez dans un pays un régime dictatorial, ça il faut avoir le courage de dire certaines choses. Nous avons un régime dictatorial au Togo qui n'a jamais été choisi par le peuple. Mais le peuple est en droit de réclamer la démocratie. Et donc, lorsque le peuple réclame la démocratie, il ne revenait pas, à notre avis, aux militaires qui sont un corps ou une partie de la société qui réclame cette liberté d'expression d'opinion, ce développement d'une manière globale. Nous ne comprenons pas pourquoi l'armée qui fait partie de ce peuple-là, qui est d'abord nourri, habillé et équipé par le peuple, puisse être le bourreau de ce même peuple. Donc pour nous, il est clair que les populations, à un moment donné, étaient amenées à réclamer la liberté, à réclamer le respect de leurs droits. C'est ce qui a poussé le régime en place, qui a sorti l'artillerie lourde pour mater la population. Il est vrai que lors des manifestations, les populations, parfois, commettent un certain nombre d'actes qui ne sont pas des actes irrépréhensibles. Mais, en ce qui concerne une république, nous ne concevons pas très bien qu'on puisse maintenir l'ordre en tirant sur la population. Donc, même si la population, à un moment donné, était amenée à commettre un certain nombre d'actes, nous pensons qu'il y a des méthodes plus civilisées, plus pacifiques de maintenir l'ordre que de tirer sur la population. Merci, monsieur. Capitaine Akobi, je voudrais donc me tourner vers vous pour vous poser cette question. Voilà l'armée qui est indexée. Loin de nous l'idée de revenir sur les événements qui se sont déroulés dans les années passées. Mais en ce qui concerne les relations qui existent au jour d'aujourd'hui entre les civils et les militaires, pensez-vous qu'au niveau des corps habillés, il puisse avoir des facteurs qui ont favorisé la dégradation de cette relation-là? Bon, merci madame. Je vais revenir un peu sur ce que notre ami Digida vient de dire à l'instant. Il a dit dans son intervention qu'il faut qu'on retrouve cette confiance. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait effectivement une coexistence pacifique entre les civils et les militaires, qui à un moment donné a connu, a été mise en difficulté. Et moi je l'ai dit longuement, les événements politiques sont à l'origine de cette dégradation des relations entre les civils et les militaires. Bon, ça c'est un fait, le constat est là. Et vouloir imputer l'entièreté ou la grande majorité de la responsabilité à telle ou à telle catégorie, je pense que là il faut qu'on soit très prudent dans notre analyse. Parce que autant les civils se plaignent d'avoir été victimes des actes des militaires, autant les militaires aussi ont été victimes. La preuve c'est que pendant ces mouvances, nous avons connu des gendarmes, des militaires, des policiers qui ont été complètement décapités. À un moment donné, le militaire, le gendarme qui habite un coin de la ville ne peut plus rentrer chez lui en tenue. Il est obligé de se changer en tenue civile avant d'y aller. Pourquoi? Or, tel n'était pas le cas avant. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a basculé. Ça, les torts sont vraiment partagés. C'est vrai,
On ne peut pas aujourd'hui seulement dire que oui, c'est parce que les militaires, vous avez les moyens de répression, c'est pour ça. Peut-être c'est un fait, mais il faut reconnaître que dans ce genre de situation, les torts sont partagés. Et pour ce que nous voulons construire, il vaut mieux voir dans quelle mesure on peut faire en sorte que ce que tout le monde déplore ne se répète plus à l'avenir. Je pense que c'est la précision qu'il convient de faire quand même par rapport à l'intervention de notre ami du JIDA. Bon, s'agissant des relations entre les civils et les militaires, c'est-à-dire que vu du côté des militaires, je pense que de la même manière que du côté des civils, les gens se plaignent, du côté des militaires, les gens se plaignent également. Comme quoi, on se rejette mutuellement la balle. Et ce qui est important, et c'est ce qu'il convient de noter, c'est que aujourd'hui, il y a une volonté ferme et farouche de la hiérarchie militaire de faire en sorte que les relations entre civils et militaires s'améliorent. La preuve, c'est que le projet ACREP a reçu l'onction de la hiérarchie militaire. Et aujourd'hui, c'est une situation irréversible. Je pense qu'il faut qu'on tire les leçons des situations passées et construire l'avenir en tenant compte de ces acquis solides. C'est ce qui est très important à soulever à mon avis. D'accord. Monsieur Zang, au vu des interventions du capitaine et de Monsieur Bougli, alors dites-nous, mis à part les facteurs qui viennent d'être mentionnés, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être plus aggravants et qui pourraient encore, bien sûr, on voudrait que la situation s'améliore, mais qui ne pourraient pas y concourir, selon les études que vous aviez menées à votre niveau? Merci. Je crois qu'il faut d'abord signaler que le concept de promotion des relations civiles militaires rentre dans ce que les Nations Unies appellent la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Donc, la promotion des relations civiles militaires n'est qu'un pan de cette réforme, parce que la réforme du secteur de la sécurité rentre dans la grande mouvance de la gouvernance démocratique que les pays africains ont décidé de mettre en place au tout début des années 1990. Donc, pour le cas du Togo, on peut comprendre, je crois que le capitaine l'a bien dit, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'indexer une catégorie de la population, parce que à chercher des torts, on n'avancerait pas. Le plus important aujourd'hui, c'est que le concept de la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité importe de mettre deux concepts en place. Le concept du contrôle et la responsabilité. Le contrôle, c'est le contrôle de l'institution de défense et de sécurité par un certain nombre de mécanismes, notamment le Parlement, qui doit pouvoir contrôler la politique de défense et de sécurité, et la société civile, comme nos amis du JIDA, ont la capacité pour ce qui les concerne de dénoncer certains comportements qui ne cadreraient pas avec les principes démocratiques. Mais d'un autre côté, il y a aussi la notion de responsabilité, et cette notion de responsabilité importe aussi bien à la population civile qu'aux forces de sécurité et de défense. Je prends un exemple. Lorsque, sur la voie publique, un membre de force de sécurité fait un contrôle, ou bien est devant un feu tricolore, et qu'un taxi vient à brûler ce feu tricolore, et de surcroît, ce taximan qui est contrôlé n'a pas de papier, le simple fait que ce taximan ne reconnaisse pas qu'il est en infraction et qu'il se propose déjà de vouloir donner peut-être de l'argent à l'agent, c'est déjà une distorsion de la notion de responsabilité, parce que la responsabilité importe aussi qu'on reconnaisse ses torts. Donc commencer à se soumettre aux lois de la République en disant nous avons brûlé un feu tricolore, nous avons droit à une amende en bonne et due forme. Donc la responsabilité vient aussi pour le membre de force de sécurité de sortir le carnet d'amende pour ne pas prendre l'argent qui lui est proposé par le taximan en infraction, pour pouvoir donc faire en sorte que cette notion de responsabilité incombe aussi bien aux civils qu'aux militaires. Et la deuxième notion dont je parlais tout à l'heure, c'est la notion de contrôle, donc la capacité pour l'ensemble des institutions de pouvoir contrôler la politique de défense d'une manière globale et la manière dont l'institution de défense et de sécurité fonctionne. Donc si ce contrôle se fait au niveau de l'institution de défense et de sécurité, cela contribue d'une manière globale à la bonne gouvernance au niveau du Togo. Donc le secteur de la sécurité, et notamment la promotion de la relation civile militaire, doivent rentrer dans cette mouvance démocratique que les pays africains, et notamment le Togo, ont décidé de mettre en place depuis les années 1990. Alors selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il est réellement possible qu'on puisse réinstaurer ce climat de confiance-là entre civils et militaires pour que les relations s'améliorent? Absolument, madame. Sinon, le projet ACREP n'aurait pas son lieu d'être. Parce que justement, nous avons l'intime conviction du côté des Nations Unies et avec l'appui du gouvernement togolais qu'effectivement, ces relations peuvent s'améliorer et elles sont en train de s'améliorer. Je crois que le capitaine l'a signalé tout à l'heure. Aujourd'hui même, les plus hautes autorités togolaises ont initié la politique de réconciliation nationale, et qui parle de réconciliation nationale parle de la mise en place de l'ensemble des énergies
C'est-à-dire que la composante civile, la composante militaire doivent ensemble contribuer à apaiser le climat qui règne au niveau du pays. Donc à partir de ce moment, dès lors qu'on a l'intime conviction que les relations peuvent s'améliorer, alors et alors seulement l'ensemble des programmes peuvent être mis en place. Mais je crois que cela dépend vraiment de la volonté des uns et des autres. Et pour notre part, nous ne doutons pas aujourd'hui, pour avoir eu l'onction des autorités togolaises pour mettre en place ce projet, nous ne doutons pas que de leur côté, la volonté y est. Et nous approchons aussi, parce que nous travaillons avec les membres de la société civile, nous voyons des gens qui sont disposés à faire en sorte que la gouvernance démocratique s'instaure au Togo, notamment au niveau du secteur de la sécurité, et donc que les relations entre civils et militaires s'améliorent. Donc nous avons l'intime conviction effectivement que les choses peuvent s'améliorer. Et c'est pour cela d'ailleurs que le projet Attiré est mis en place au niveau du Togo. Monsieur Kobli, je reviens à vous, vous qui représentez aujourd'hui sur ce plateau la société civile. Nous venons d'être rassurés sur le fait que ces relations-là peuvent être encore ramenées au beau fixe. Alors, selon vous, quels peuvent être les mécanismes par lesquels on pourrait y parvenir? Je pense que le représentant de l'UNREC a bien précisé que par le mécanisme de contrôle et de responsabilité, on pourrait arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que dans le sens de la réconciliation, la notion de la réconciliation, à notre avis, n'est pas incompatible à la notion de justice et de vérité. Donc pour nous, il est clair que nous ne pourrons pas, sous prétexte d'une certaine réconciliation, passer l'éponge sur tous les faits qui ont été commis à l'endroit des populations et vice-versa. Donc, pour nous, il est clair qu'il faut actionner le mécanisme de la justice pour parvenir à la vérité. Et s'il y a responsabilité, parce que jusqu'à présent, nous disons des choses, mais il faut préciser que tout ce que nous disons sont des présomptions. Donc, il y a la présomption d'innocence qui pèse, en tout cas sur ceux qui se voient indexés de ces actes-là. Maintenant, il reste à la justice de clarifier les choses et de donner les sanctions qu'il faut aux auteurs et commanditaires des actes de violence et des actes qui ont contribué à la dégradation des relations entre les civils et les militaires. Ensuite, il faut préciser aussi que, en termes de facteurs d'aggravation, puisque vous avez posé la question, je pense que il ne faut pas non plus oublier que cette armée, en tout cas l'armée togolaise, qui pendant longtemps a été qualifiée d'une armée républicaine, en réalité, dans les faits, n'est qu'une armée familiale et clanique. Ça, il faut avoir l'honnêteté républicaine de le dire et de voir qu'aujourd'hui, il y a urgence de faire en sorte qu'on puisse parvenir à une armée véritablement républicaine, non pas dans les tests, mais dans les mentalités. Et ce qu'il faut, à notre avis, c'est d'inculquer une certaine notion de la République, des notions de démocratie, des valeurs citoyennes à cette armée pour qu'elle puisse faire, à notre avis, un désarmement mental, ce qui lui permettra de voir la population qui, dans les rues, réclamant les libertés et le respect des droits de l'homme comme un partenaire et non un adversaire qu'il faut coûte que coûte éliminer au profit d'un pouvoir qui, à notre avis, ne favorise pas la démocratie dans notre pays. Alors, Monsieur Kobli, du moment que ce pouvoir que vous taxez de clanique a pris les dispositions et est prêt aujourd'hui, comme l'a dit Monsieur Zhang, à mettre les moyens pour qu'on puisse réinstaurer ces relations de bon voisinage, si vous permettez le terme, entre les militaires et les civils, alors pensez-vous qu'il soit encore nécessaire de revenir sur le passé, étant donné que les torts sont, comme nous l'avons dit ici, partagés, mais qu'il ne serait pas mieux d'avancer, de chercher les voies et moyens pour pouvoir pacifier aussi bien l'armée que les civils, puisque les torts sont partagés? Bon, en tout cas, nous, notre organisation, nous ne sommes pas totalement d'accord sur ce que vous appelez le partage des responsabilités. À notre avis, il y a forcément exercice de violence sur une population, à notre avis, qui n'est pas armée et qui ne fait que réclamer le respect de la Constitution de la République togolaise. Et donc, pour nous, oui, il peut y avoir de responsabilités lorsque, dans la foule, lorsque une foule de manifestants, dans la foule, il y a des gens qui
qui cassent des maisons, qui s'attaquent aux biens d'autrui, aux biens publics, là, il peut y avoir riposte. Mais la riposte doit être proportionnelle à la faute commise. On ne peut pas tirer sur un homme, sur un citoyen qui détruit un feu tricolore. C'est totalement disproportionné. Et en ce sens, nous disons très clairement qu'il faut faire un bond un peu en arrière pour regarder pour voir que dans les années 93, où les relations entre les civils et les militaires se sont totalement dégradées, le président d'alors, le président de la République d'alors, le feu président Gnassingbé Eyadema, paix à son âme, avait initié une politique de réconciliation nationale. Et nous nous souvenons très bien qu'on avait même fait, je crois, une journée de réconciliation armée-nation. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Donc il faut observer qu'à chaque fois, les facteurs aggravants, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve en position ou bien en période électorale, il y a une recrudescence de la violence. Ce qui fait que l'armée, finalement, étant acquise à la cause d'un pouvoir qui n'arrange pas les affaires du peuple, se met aux côtés de ce pouvoir-là comme une forme d'aile marchande du pouvoir et mate la population. Donc nous disons que pour arriver à la réconciliation effective, il faut situer les responsabilités. Je crois qu'il y a plusieurs rapports d'institutions internationales, notamment l'ONU, qui, ONU, FIDH, Amnesty International et des organisations locales qui ont fait un travail dans ce domaine. Donc je crois qu'il faut rapidement mettre en œuvre les recommandations de ces rapports-là pour que nous puissions véritablement arriver à une justice qui ferait en sorte que nous puissions retrouver cette coexistence pacifique dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Capitaine Akobli, dites-nous quel pourrait être l'apport des forces armées aujourd'hui dans la reconstitution de cette confiance-là entre les civils et les militaires pour que les relations soient améliorées? Bon, madame, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Oui. Il y avait une question, c'était la possibilité, est-il possible aujourd'hui de rétablir ces relations. Je pense, au-delà même de la simple possibilité, je pense que c'est une nécessité impérieuse. Parce que la cohésion nationale passe nécessairement par là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, moi je suis militaire, mais mes parents ne sont pas militaires. Et il n'est pas dit que mes enfants seront militaires. Je vis dans un environnement pas forcément militaire, même si je suis logé dans un camp, mais je vis avec des parents qui sont civils. Donc, pour nous, le civil ne doit pas être perçu comme l'adversaire du militaire. La raison d'être d'une armée, c'est parce qu'il y a la population. Nous sommes là pour protéger la population, aussi bien l'intégrité physique des personnes que les biens. De la même manière, si le militaire n'est pas là, si les forces de sécurité ne sont pas là, je crois que les populations civiles ne se sentiront pas à l'aise pour vaquer librement à leurs occupations. Bon, de deux. Quand on parle du caractère clanique de l'armée, moi je pense que c'est un faux problème. Je m'explique. Quand vous êtes à l'extérieur de l'institution, vous pouvez raisonner comme ça. Mais lorsque vous êtes dedans, vous vous dites non. C'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, on veut recruter au profit de l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, c'est un concours national qui est lancé. Et les gens sont sélectionnés sur les rangs. Lorsque vous n'allez pas vous présenter, on ne viendra pas vous chercher de votre maison. Parce que vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison et demain dire ah non, 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 moi, on ne m'a pas pris. Mais il faut aller comme tout le monde. La preuve, c'est qu'il y a un travail objectif qui est fait. C'est pourquoi je dis, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez toujours l'impression que c'est une armée clanique. Mais lorsqu'il y a certains qui sont plus intéressés par la chose, c'est tout à fait normal que les gens se retrouvent plus dans la boîte. Bon, maintenant, pour en venir à votre question, qu'est-ce que l'apport, les forces de les autorités militaires, en fait, le militaire peut faire? Je crois que, comme l'a dit M. Zango au début, aujourd'hui, la hiérarchie militaire est consciente du phénomène, lequel, c'est que, c'est vrai, à un moment donné, les relations entre civils et militaires se sont complètement dégradées. Et aujourd'hui, on a besoin de reconstituer ces relations. Donc, du côté des militaires, aujourd'hui, on met l'accent, et d'ailleurs le projet ACRF nous donne les moyens, on met l'accent sur la formation des personnels. Tout ce qu'on peut faire, si nous voulons que des événements interprétés à tort ou à raison par les uns et les autres du passé
Si nous voulons les éviter, il faut passer par la professionnalisation, la formation professionnelle. Et aujourd'hui, cette volonté existe. La preuve, vous allez voir. Même l'accord politique global dit, confie les missions, en priorité les missions de sécurité, sécurisation des populations aux forces de police et de gendarmerie. La raison est simple. Parce que c'est des forces qui sont plus outillées. La formation cadre avec un certain nombre d'événements, notamment la répression des manifestations, bon, pas forcément la répression. L'encadrement, la répression, c'est des gens qui sont formés pour ça. Et je crois que c'est dans ce sens que les autorités gouvernementales ont fait un effort. Et de 2005 à 2007, vous allez constater que les effectifs de la police et de la gendarmerie ont été considérablement renforcés. C'est juste pour permettre à ces forces-là non seulement de disposer des ressources humaines, mais aussi, je crois que les équipements suivront pour permettre quand même aux gens de faire un travail conséquent et professionnel, conformément aux principes admis dans tous les États démocratiques. Pour ce qui concerne par exemple la police, vous allez voir d'ici le mois prochain, il y a un contingent d'environ 1200 qui vont s'ajouter à l'effectif. Je crois que la volonté des autorités, que ce soit politique ou militaire, est très manifeste et je crois que nous avons intérêt à les encourager dans cet élan, plutôt que de toujours regarder dans le rétroviseur. C'est bon de temps en temps de regarder dans le rétroviseur, mais lorsque vous regardez tout dans le rétroviseur, vous risquez de commettre un accident devant. D'accord. Eh bien, nous disons merci à nos invités, fidèles téléspectateurs, si vous venez donc de nous prendre au vol. Je vous rappelle que cette émission, elle est spéciale, elle a été initiée par le Bureau régional des Nations Unies qui lutte pour le désarmement et le renforcement de la paix. Eh bien, ce soir, nous parlons des relations entre les civils et les militaires. Nous essayons de faire ressortir la problématique et de trouver des approches de solutions. Nous en discutons avec M. Thierry Zang, qui est coordonnateur de programme associé UNREC. Nous sommes également avec M. Rodrigue Bougui, qui est secrétaire général de JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Et le capitaine Messa Akobi est également des nôtres. Il est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Nous allons marquer une petite pause et nous allons nous retrouver juste après. Fidèles téléspectateurs, retour sur ce plateau de la TV7 dans cette émission spéciale consacrée aux relations entre les civils et les militaires, à la problématique et aux approches de solutions. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec des invités en studio, en l'occurrence M. Thierry Zang, qui est coordonnateur de programme associé ANREC. Nous sommes également avec M. Bobli Rodrigue, qui est secrétaire de JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Également avec le capitaine Messa Akobi, qui est attaché de cabinet au ministère de la Sécurité. Nous sommes toujours en votre compagnie, chers invités. Eh bien, Monsieur Zang, dites-nous par rapport à ce projet ASREP qui a été initié, quelles sont les activités que vous avez menées concrètement sur le terrain pour sa réalisation? Bon, il faut dire que le projet en lui-même, pour sa phase d'application au niveau du Togo, comporte 5 activités. Donc, nous avons prévu de faire des séminaires de formation sur le maintien de la paix, de la sécurité dans un contexte démocratique. Ce séminaire de formation va se mettre en place sous la forme de 2 sessions de formation. Une session de formation qui est consacrée aux forces de sécurité, notamment aux policiers, aux gendarmes et dans une autre mesure aux gardiens des préfectures. Et la deuxième session de formation va concerner les forces armées elles-mêmes, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine et les bérets verts. Donc, pour ce qui concerne cette première session de formation, déjà, je crois que demain, je parle sous le contrôle du capitaine, demain donc nous avons une première session de formation qui va donc s'adresser aux forces de sécurité pour leur apprendre les techniques et méthodes de maintien de l'ordre dans un contexte électoral. Comme vous le savez, le Togo s'apprête à organiser des élections électorales, des élections législatives. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la sécurisation de ce processus, nous voulons donc aider nos forces de sécurité à mieux encadrer les opérations électorales à venir. Nous avons donc comme deuxième activité aussi l'élaboration et la publication d'un code de conduite des forces armées de sécurité du Togo. Donc ça va être une sorte de bréviaire qui va donner un peu les normes de comportement que devraient avoir les forces armées de sécurité togolaises en temps de paix comme en période de crise. Donc ce sont les grands principes internationaux qu'on va leur apprendre et ce sera un livret qui sera mis à la disposition de nos membres des forces de sécurité pour les aider à mieux se comporter
dans un contexte démocratique. La troisième activité que nous avons prévue dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ACREP au Togo, c'est donc l'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation et d'information pour l'amélioration des relations entre civils et militaires. Et c'est dans ce cadre, dans le cadre de l'application de cette activité, qu'aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur d'être reçus par la TV7 aujourd'hui. La quatrième activité, ce sera donc l'organisation d'un séminaire de formation à l'endroit des parlementaires. Comme je l'ai dit plus en avant, il y a la notion de contrôle des responsabilités. Donc nous voulons aussi aider nos parlementaires à mieux contrôler la politique de défense et à mieux voter le budget militaire. Donc nous allons leur apprendre donc les techniques modernes de vote et d'appréciation des budgets militaires. Et la cinquième et la dernière activité, ce sera l'organisation d'un grand forum national de sensibilisation et de recherche de stratégies d'amélioration des relations entre civils et militaires. Donc ce forum devra être, j'allais dire, le clou de la mise en œuvre de ce projet ACREP. Et ça permettra donc aux différents composants de la société togolaise de pouvoir se prononcer et de chercher des approches pour que les relations civilo-militaires au Togo deviennent dorénavant très bonnes. Voilà. D'accord. Eh bien, bien sûr, votre intervention en ce qui concerne les activités qui sont prévues, bien sûr, c'est surtout dans le cadre du projet ACREP, mais étant donné que c'est pour améliorer les relations entre les civils et les militaires, on a l'impression que l'aspect civil a été un peu mis de côté, parce que là, on parle de l'Assemblée nationale, bien sûr, mais la population même à la base, quelles sont les activités qui sont prévues pour que cette population-là soit suffisamment informée de l'évolution de vos activités? Voilà, il faut dire que nous prenons en compte la population civile, bien entendu. J'ai parlé du forum tout à l'heure, je suis pas allé dans le détail pour voir la composition des gens qui vont arriver, mais je peux insister simplement sur la campagne nationale d'information et de sensibilisation. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le capitaine Akobi et nous avons nos amis du Juda qui sont une composante de la société civile togolaise. Nous avons aussi d'autres activités dans le cadre de la mise en œuvre de cette campagne. Nous aurons par exemple des troupes de théâtre qui vont circuler de Lomé à Saint-Cassé pour pouvoir donc parler aux populations et avoir un théâtre de proximité qui donne un message qui consiste à améliorer les relations entre civils et militaires. Nous avons aussi prévu la publication sur les journaux de la place des articles de presse qui puissent aider les populations à bien comprendre le concept de relations civilo-militaires appliqué au Togo comme d'une manière universelle. Nous avons aussi par ailleurs des spots publicitaires qui vont être diffusés sur les médias publics et privés, notamment la radio et la télévision. Nous avons aussi prévu des affiches. Donc des affiches, nous avons deux types d'affiches, des affiches murales qui sont un peu distribuées dans les lieux, notamment les écoles, les universités, les centres de recherche, les entreprises, si possible. Et nous avons aussi des grandes affiches qui vont être affichées sur l'ensemble des villes togolaises, notamment au Togo, qui vont promouvoir et qui pourront permettre aux populations d'accéder directement au message qui est prévu dans le cadre du projet ACREP. Donc, ne vous inquiétez pas, les populations civiles ont été prises en compte et elles seront bien informées parce que la campagne, ou bien le projet doit durer sur 2 ans. Donc nous ne sommes que dans les premiers balbutiements du projet, dans sa mise en œuvre, notamment donc la mise en œuvre de cette campagne qui prend déjà en compte les populations civiles. D'accord. Capitaine Akobi, eh bien, des dispositions sont prises pour que les forces armées soient mieux outillées, soient mieux informées. Le gouvernement, les autorités ont mis en place les dispositions pour que ce projet puisse être mené à bon terme. Mais est-ce que les corps habillés eux-mêmes, ils sont au jour d'aujourd'hui prêts à accepter tout ce bouleversement qui pourrait être instauré à notre niveau pour que les relations soient améliorées entre eux et les civils? Bon, je pense qu'il faut voir le problème autant au niveau de la hiérarchie que de la base. Pour ce qui concerne la hiérarchie, la preuve, le fait même d'autoriser l'enquête menée par le Centre régional de désarmement, c'est une très bonne chose parce qu'à un moment donné, on aurait pu penser que ça ne peut pas se réaliser. Mais je crois que tout de suite, quand les gens ont manifesté le désir, la volonté de faire ce genre d'activité, ils ont été autorisés. Ça voudrait dire que la hiérarchie marque par là sa volonté quand même de voir ces relations-là s'améliorer. La preuve est du fait des résultats de l'enquête
les propositions sont en train d'être faites. Il y a un comité interministériel qui travaille quand même pour voir dans quelle mesure on peut contribuer à l'amélioration des relations entre les civils et les militaires. Bon, du côté des subordonnés, je crois qu'il n'y a pas de raison que la base s'oppose à une décision prise par le commandement. Si, vous savez, l'armée c'est encore très hiérarchisé, et de toute façon, ce qu'on veut faire, ce n'est pas vouloir améliorer les relations entre civils et militaires, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Je ne vois pas de raison particulière pour que quelqu'un dise non, moi je ne suis pas d'accord. Et je vous l'avais dit plus tôt et avant, nous sommes tous issus des familles civiles. Et vous allez voir qu'aujourd'hui au Togo, dans la plupart des familles, il y a au moins un élément de corps habillé, que ce soit militaire, police ou gendarmerie. Ou s'il n'y en a pas dans votre famille, où il y a des familles alliées, des parents qui sont issus de ce corps. Donc, en dehors, bon, quand je sors de ma tenue, je me retrouve avec des amis en ville. Mais si vous ne me connaissez pas, parents, vous ne saurez pas que je suis militaire ou pas. Donc, je crois que à ce niveau, il ne faut pas se faire de doute. Il y a une volonté manifeste au niveau quand même de l'institution militaire de faire en sorte que ces relations-là soient très améliorées. D'ailleurs, il va de l'intérêt de tout le monde, aussi bien des civils que des militaires. Je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Soyez rassurés, ayez confiance, il n'y a pas de problème particulier. Monsieur Kobli, du côté de l'armée, il n'y a pas de problème. Ils sont disposés à œuvrer à ce que les relations entre les civils et les militaires soient améliorées. Du côté des autorités, du côté des organisations internationales, eh bien, c'est également acquis. Alors, vous qui représentez aujourd'hui la société civile, dites-nous, est-ce que la population aujourd'hui serait prête à faire le sacrifice, si sacrifice il y a, pour que ces relations-là soient améliorées? Si je pense que oui, je l'ai déjà dit. Je dis que la population togolaise est disposée, en tout cas, à ce que la cohabitation pacifique puisse être retrouvée. Mais cela ne saurait être fait en sacrifiant la question de la justice. Ça, c'est important. Quand on parle de la réconciliation, il faut forcément qu'on règle les problèmes, notamment la question de l'impunité qui est aujourd'hui érigée au-dessus de la justice dans notre pays. Donc, je pense que la population togolaise, elle est disposée entièrement à ce que de bons rapports puissent être retrouvés entre elle et l'armée qui, en réalité, devait être son armée. Bon, maintenant, je pense que il est vrai, nous l'avons déjà dit, que les exactions n'ont pas été le fait rien que des corps habillés. Il est vrai que dans la foulée, il y a eu des exactions des civils sur les militaires. Mais ce qu'il faut observer, c'est que de manière globale, les hostilités, à mon avis, je le dis sans procès d'intention, je dis que les hostilités ont été déclenchées par l'armée du fait des difficultés connues par un régime en place qui ne veut pas se soumettre aux règles démocratiques. Cette armée-là qui est prête aujourd'hui à faire des conciliations pour que les relations soient améliorées. Voilà. Donc je dis que oui, nous sommes disposés, en tout cas la majorité, et comme l'a dit le capitaine, nous ne pouvons pas vivre sur un même territoire sans nous embrasser. Nous sommes tous d'une même racine, nous devons nous entendre, nous devons nous unir, mais cette unité, ce rassemblement ne saurait être fait si la question de l'impunité, à notre avis, ne trouve pas une solution. Et ça, je crois que c'est fondamental. Toutes les organisations internationales l'ont toujours demandé. Je crois que l'ONU avait fait même un travail, avait consacré une de ses sections à la question de la réconciliation, à la question à la reconstruction post-conflit dans les États, et a dit clairement que on ne pourra arriver à la réconciliation dans un pays si on néglige la question de l'impunité. Monsieur Zang, le programme promotion des relations entre civils et militaires a été lancé depuis 2001, si mes souvenirs sont bons. Alors pourquoi avoir attendu autant d'années, pratiquement 6 ans, avant de lancer ce genre de recherche et de projet? Non, il faut peut-être faire une précision.
Je disais dans mon propos introductif tout à l'heure que le projet avait été initié en 2001 à la suite d'une demande faite par les États africains. Et cette demande venait du fait que les chefs d'État et de gouvernement africains s'étaient réunis à Alger en 1999. Ils s'étaient encore réunis à nouveau ici au Togo en 2000. Et de ces deux grandes réunions sont sorties deux grandes décisions qui consistaient donc à écarter, je le répète, des réunions statutaires de l'ancienne Organisation d'unité africaine devenue Union africaine, tout pouvoir issu d'un putsch militaire. Donc c'est en réponse à cette demande et pour appliquer ces deux décisions que les Nations Unies, à travers le Centre régional, ont initié ce programme. Je disais aussi dans mon propos introductif que la composante relations civilo-militaires rentre dans le cadre de ce que les Nations Unies appellent la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Donc à la suite de cette initiative de 2001, un certain nombre d'activités ont été menées, notamment en 2004. Il s'est tenu ici à Lomé un séminaire qui a regroupé des membres des commissions parlementaires de défense et de sécurité de 15 États membres de la CEDEAO. Donc l'idée était toujours de promouvoir ce contrôle démocratique du secteur de la sécurité. À la suite de ce séminaire, et après avoir réfléchi à une nouvelle orientation à donner au programme, nous nous sommes dit au niveau du centre régional qu'il était important maintenant d'élargir le programme en intégrant tout ce qui implique la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Pour le cas du Togo, c'est la composante promotion des relations civilo-militaires. Vous aurez remarqué que le projet concerne 12 pays. Et les 12 pays sont classés sur la base de 3 types de catégories. Donc les pays en situation de paix relative, mais qui connaissent des difficultés dans les relations entre les civils et militaires, sur le cas du Togo. Les pays en situation de post-conflit et les pays pardon, excusez-moi. Donc, et les pays qui sont en situation de conflit ouvert ou bien latent, comme au Tchad et en Centrafrique. Donc les activités qui sont menées, par exemple dans le cas du Tchad ou bien de la Centrafrique, ne sont pas nécessairement les mêmes qui seront menées dans le cas du Togo par exemple. Je le rappelle, le Togo est un pays en situation de paix relative, donc les activités qui vont être menées concourent juste à l'amélioration des relations civilo-militaires. Or, la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité, pour un pays en situation de post-conflit comme le Libéria par exemple, nous allons intégrer les programmes de promotion du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, par exemple, qui ne sont pas nécessaires pour le cas du Togo. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps d'abord de réfléchir pour pouvoir adapter le projet en fonction des besoins de chaque pays. Voilà un peu ce qui explique qu'après 2004, le projet a été refondu pour pouvoir répondre directement aux demandes des 12 pays cibles. Voilà. Capitaine Akobi, eh bien dites-nous, nous sommes à l'approche des élections législatives prochaines. Quelle est selon vous, bien quelle pourrait être selon vous l'attitude de chacun pour toujours l'amélioration de ces relations entre civils et militaires, étant donné que le plus souvent, on constate que c'est pendant ces périodes électorales qu'il y a plus de troubles, qu'il y a plus de conflits qui conduisent à la détérioration de ces relations. Bon, merci madame. Je crois que vous venez de toucher l'essentiel du problème. Le problème du Togo se résume essentiellement aux difficultés en période électorale. Vous allez voir qu'une fois les périodes des élections passées, on revit normalement et on attend encore que les élections apparaissent et les esprits se chauffent et voilà, et après on se plaint à gauche, à droite et on attend, on revit encore. Bon, je crois que du côté des forces de l'ordre, dans un premier temps, l'accent est en train d'être mis sur la formation, la professionnalisation. Si les autorités, bon, je ne dirais pas, disons la classe politique, a convenu de ne confier exclusivement les missions de sécurité qu'aux forces de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, c'est parce qu'à un moment donné, les gens ont réfléchi, ils ont trouvé que nous avons besoin d'agir conformément à certaines règles. Parce que le problème est simple. Si
de par le passé, les militaires sont, bon, je dis militaires, c'est-à-dire que nos collègues des autres armées sont amenés à intervenir. C'est parce que, prenez par exemple la police qui se retrouve avec un effectif vraiment, non seulement vieillissant, mais très insuffisant. Il en est de même aussi pour la gendarmerie. Alors, face à des événements d'envergure, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les gens casser? Bon, je crois que je ne veux pas juger de l'opportunité de la chose, mais je pense que à partir du moment où la classe politique, les autorités gouvernementales ont pris la décision de faire en sorte que dorénavant ça se passe ainsi, il faut essayer d'encourager le phénomène. Donc, on met l'accent sur la formation. Si vous prenez par exemple au niveau du ministère de la Sécurité, actuellement, tous les éléments qui seront déployés pour assurer la sécurité des élections sont en train de recevoir depuis quelques semaines des formations. Ça se passe au niveau de Togo 2000 et comme venait de le dire à l'instant M. Zang, demain va s'ouvrir une session de formation des formateurs. Ça veut dire que les gens vont être formés sur plusieurs thèmes, notamment le comportement à adopter en période électorale, quelle doit être l'attitude des éléments des forces de sécurité dans un bureau de vote. Il y a des modules relatifs, notamment au respect des droits de l'homme, des modules relatifs au CICR qui nous seront dispensés. Et là, on veut former des formateurs. C'est des gens qui, après, iront sur le terrain former la grande masse. Comme aujourd'hui, on met l'accent sur la formation. Tout passe par la formation. D'abord, on n'en a jamais assez d'apprendre. Et la répétition ayant une vertu pédagogique, je crois que à force de répéter la même chose, les gens, nous arriverons, aussi bien nous que les civils, tout le monde comprendra les limites de nos droits et devoirs. Prenez par exemple, si à l'issue des élections, ça peut arriver, il y a des troubles, et que vous voyez des unités de gendarmerie ou de police avec l'armement conventionnel adapté, je crois que la réaction sera pas dépréciée. Certes, les gens vont pas apprécier qu'on leur balance des grenades lacrymogènes, mais au moins c'est des armes conventionnelles. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Donc, dans un premier temps, un effort, un accent est en train d'être mis sur la formation afin d'arriver à une